Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Zema, je vais être la modératrice aujourd'hui. D'abord, je commence par vous rappeler que ce webinaire est enregistré et que nous comptons sur une interprétation simultanée. Du menu d'interprétation au bas de l'écran. Si vous souhaitez l'interprétation en français, il faut sélectionner la langue dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. N'hésitez pas à choisir la langue qui vous convient. Si vous avez des problèmes techniques, eh bien, nous avons aussi un soutien technique et vous pouvez contacter notre service assistance technique en utilisant la fonction chat. Nous n'allons pas vraiment utiliser le chat aujourd'hui, mais nous allons utiliser la boîte de questions-réponses. Nous avons aussi des sous-titres et vous pouvez les demander en faisant clic sur le bouton CC Live Transcript dans le menu qui est situé en bas de votre écran. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres en français, mais nous aurons le plaisir de les mettre en français sur les enregistrements de cette session. C'est donc un grand plaisir de vous donner la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je me retrouve du territoire habité par les peuples autochtones depuis toujours, le territoire traditionnel de Anishinaabe. Je sais que c'est un endroit qui réunit les peuples où il y a lieu d'échange et d'apprentissage. Donc, j'espère que nous allons continuer sur cette tradition aujourd'hui. Je vous invite à penser à l'endroit où vous habitez maintenant et qui sans doute ont appartenu à des peuples indigènes. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Jennifer Zelmer de Healthcare Excellence Canada et bien que notre organisation est assez nouvelle, elle se concentre sur l'amélioration des soins de santé avec et pour tous les Canadiens. Notre série Plein Feu est l'occasion d'avoir des discussions ciblées et constructives et d'explorer des solutions pour faire durer les améliorations. Et cela me mène au sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Que pouvons-nous faire pour réduire les préjudices à l'hôpital et améliorer la sécurité des patients au Canada? Et en tant que contexte, je pense qu'il est important de noter que les préjudices subis dans les hôpitaux ont augmenté pendant la pandémie et depuis le début de la pandémie. Et récemment, j'étais dans des réunions de l'Organisation mondiale de la santé dans divers pays. C'est un problème. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre quelle est cette situation et de chercher la manière de changer cette tendance pour l'inverser pour tout le monde. Nous voulons aussi être sûrs d'avoir un environnement ici dans ce webinaire qui sera sûr psychologiquement. Nous savons que les sujets que nous allons traiter aujourd'hui peuvent être difficiles pour certains. Un collègue va publier dans le chat certaines ressources qui peuvent être utiles. Nous savons que si nous avons les ressources disponibles, eh bien, nous savons où aller pour trouver de l'aide. Et maintenant, je voudrais ouvrir donc le webinaire. Nous allons commencer avec une perspective internationale. David Bates est avec nous. Il va nous présenter les résultats d'une étude récente qu'avec d'autres collègues, ils ont développée dans 11 hôpitaux du Massachusetts. Cela part sur la tradition d'étudier les préjudices subis dans les hôpitaux aux États-Unis. Donc, David Bates est chef de Brigham and Women's Hospital. Il est professeur de médecine aussi à la Harvard Medical School, entre autres. Après son exposé, nous vous tournerons vers les autres panélistes pour connaître le point de vue du Canada sur ce problème mondial. Mais tout d'abord, je te laisse la parole, David, pour présenter ton étude. Merci beaucoup, Jennifer. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un sujet
sur lequel je me suis concentrée depuis un certain temps. Okay. Si nous pouvions voir les diapositives, ce serait excellent. Voilà. Donc, je vais vous parler d'une étude appelée l'étude SafeCare qui parle de la sécurité pour les patients et parle des possibilités de réduire les préjudices causés aux patients. I have a number Et of companies that I work with, il y a une série d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et qui sont impliquées dans cette étude. Et je vais commencer par vous présenter donc les résultats de l'étude SafeCare et après je passerai quelques minutes à vous parler sur les effets sur l'amélioration de la sécurité. L'étude est la suivante. Il s'agit d'une étude classique qui a eu un grand impact aux États-Unis. Il s'agit de la Harvard Medical Practice Study qui a été publiée en 1991 basée sur des données de 1984. Et le message principal, c'était que dans l'État de New York, le taux d'événements indésirables était aux alentours entre 3 et 4 28 de ces préjudices étaient causés par négligence et 25 ont entraîné une invalidité grave. Et cela a été un déclencheur pour développer les méthodes pour chercher à arrêter donc cette tendance à causer des préjudices. Cette étude avait deux objectifs. D'abord, déterminer l'incidence des événements indésirables touchant les patients hospitalisés et externes. Et lorsque nous examinons donc, nous allons nous centrer bien sûr sur les résultats touchant les patients hospitalisés. Nous avons examiné des dossiers médicaux dans un échantillon proportionnel représentatif des établissements et nous avons aussi identifié des processus courants, disons, qui ont lieu et qui traitent aussi du signalement de ces incidents. Et nous voulons aussi développer une approche pour évaluer de manière opérationnelle les préjudices existants. Donc, nous avons commencé par un sondage sur les indicateurs de sécurité que les établissements recueillent. Et nous avons aussi un café du savoir pour connaître les opinions des experts sur la valeur et la possibilité d'application des indicateurs. Et nous souhaitions aussi trouver les outils électroniques fabriqués par une entreprise appelée Vigilance et qui recherche donc des événements qui peuvent indiquer des préjudices. Alors, les cafés du savoir se sont centrés sur établir un consensus sur les indicateurs les plus importants à utiliser dans la surveillance de la sécurité. Vous pensez que c'est simple, mais en fait, ça a été un grand défi. Nous l'avons fait pendant un jour. En 2018, nous avons eu 89 participants. Ils étaient regroupés en des groupes de 7 à 10 experts. Nous avons finalement, ces chercheurs étaient des experts qui étaient répartis en 10 tables et ils ont trouvé plus de 500 indicateurs. Et nous les avons ici. Le plus important, c'est de savoir qu'il y avait beaucoup de choix. Après, nous avons aussi fait un sondage sur les mesures de sécurité en demandant aux établissements quelles sont les données qui sont surveillées. Et en fait, il y a énormément de variations quant aux éléments recueillis par les établissements. Et il y avait en fait très peu de concordance quant à ces données qui étaient recueillies. Dans les groupes des grands hôpitaux, la concordance était un peu plus élevée que dans celui des hôpitaux universitaires. Essentiellement, il s'agissait de mesurer les mêmes choses. L'étude SafeCare a été publiée dans le New England Journal cette année. Et dans cette diapositive, nous voyons l'organigramme. Nous voyons que nous avons eu 2836 hospitalisations. 27 ont été exclus en raison de dossiers qui n'étaient pas utilisables. Et
les patients il y avait des personnel infirmier qui a signalé, disons, l'occurrence de préjudice. Un autre nombre a dû être exclu parce qu'il n'était pas considéré comme événement indésirable. Au final, nous avons eu un résultat de 968 événements indésirables dans 655 hospitalisations. Voici la répartition des événements indésirables selon les catégories cliniques. Il y avait 30% d'événements tels que des infiltrations, des transfusions ou des patients qui attrapaient une infection ou des réactions aussi à une transfusion. Ça, c'était beaucoup moins fréquent. Les événements liés aux médicaments et aux opérations sont les plus faciles à éviter, ainsi que ceux aux soins des patients. Quant aux infections, elles ont plus de chances de terminer par une incapacité permanente et les soins aux patients sont ceux oui. Alors, en général, nous avons trouvé des événements indésirables dans un quart des patients hospitalisés et un quart des événements étaient évitables. Parmi ces événements évitables, 20% étaient graves et 3% ont engagé le pronostic vital et 0,5% ont mené au décès. Les événements indésirables liés aux médicaments étaient les plus fréquents, suivis de ceux associés aux opérations, aux soins aux patients, aux infections nosocomiales. Les événements liés aux soins des patients étaient particulièrement susceptibles d'être évitables. Cela souligne l'importance de la sécurité des patients et le besoin d'amélioration. Là, voici un éditorial qui a été écrit par Don Berwick qui a signalé de manière précise qu'un problème sérieux, le plus important, c'était continuer avec une intention d'améliorer cette tendance. Il pense, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que cela doit avoir lieu quand nous parlons de la sécurité. Alors, qu'est-ce que ces résultats nous disent quant à l'amélioration de la sécurité? Eh bien, tout d'abord, il y a de nouvelles techniques qui sont maintenant disponibles et qui peuvent nous aider à éviter des effets indésirables. C'est possible d'utiliser des outils électroniques afin de trouver donc ces événements indésirables. C'est plus facile à détecter. Et par exemple, nous pouvons mener certaines mesures afin d'éviter que ces effets indésirables, afin d'avoir par exemple des chirurgies plus sûres ou éviter par exemple les chutes des patients ou les plaies de pression. La même chose applique aux infections nosocomiales. Tout cela peut être fait et cela nous aidera à diminuer la fréquence de ces problèmes. Alors, en ce qui concerne les chutes, il y a un exemple, un programme qui s'appelle FallTips, qui a été conçu par Patty Dykes. Et c'est un programme centré sur éviter les chutes ou bien les réduire. C'est un outil qu'on peut trouver à www.falltips.org. C'est une approche qui implique d'engager l'aide de la famille et des patients afin de diminuer le taux de chute. Une autre approche qui est un peu plus futuriste, c'est cet outil qui a été développé par une entreprise israélienne. Et cet outil mesure le pouls du patient, le taux de respiration. Et si un patient
a un problème, disons que le pouls augmente beaucoup, eh bien, l'infirmière ou l'infirmier reçoit immédiatement une alerte et il peut donc venir et voir ce qui se passe et ce qu'il faut agir. Nous avons aussi mené une étude qui nous montre, on l'a fait dans un petit hôpital à Los Angeles, on a comparé la durée de séjour avec par exemple, la durée de séjour dans les soins intensifs, c'était 45% de correction après le service d'intervention. Et les codes bleus ont baissé énormément, 86%. Le système a enregistré uniquement 2,2 alertes par 100 heures d'enregistrement et 50% entraînaient une intervention du personnel infirmier. En contraste, une autre approche que nous utilisons maintenant, par exemple les moniteurs d'oxymétrie pulsée, de télésurveillance et de cardiovasculaire, enregistrent à peu près 161 à 730 alertes par 100 heures. Ce sont des proportions bien plus faibles qui entraînent une intervention. Donc, un nouvel outil comme ça peut rendre plus sûr le système de santé. En général, je pense que ces résultats nous indiquent que les soins doivent être plus sûrs puisqu'un taux d'un préjudice sur 4 est trop élevé. Jusqu'à présent, aux États-Unis, les efforts déployés n'ont pas été particulièrement efficaces, à quelques exceptions près, par exemple les infections sanguines. Et je pense que les problèmes de sécurité sont probablement les mêmes au Canada. Il y a une vaste étude qui a été menée par le docteur Ross Baker qui est dans cet appel et qui aboutit à des constats similaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des occasions d'amélioration pour les principaux types de préjudices et il est particulièrement important de mettre en place des outils qui permettent une détection en temps réel des préjudices et qui en avisent les prestataires de première ligne. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Je sais que ce sont des constats très importants qui présentent les opportunités d'amélioration. Maintenant, nous allons inviter tous les panélistes à se mettre, à allumer leur caméra. Nous avons un excellent panel. Malheureusement, il y a une tempête et Donna ne peut pas être sur l'écran, mais elle est par téléphone, elle s'est jointe à nous et donc nous allons commencer par donner une opportunité à nos panélistes canadiens, l'opportunité de se présenter et de nous dire ce qu'ils pensent et quelles sont les opportunités d'amélioration au Canada. Donna, nous allons commencer avec vous. Donna est membre de Patient for Patient Safety Canada. Je vous invite donc à vous présenter et à partager votre point de vue. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, nous pouvons. Très parfait. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir organisé une session tellement importante. C'est vraiment avec gratitude et remerciement que je me joins à vous. J'habite dans un très petit village. Notre population est à peu près 200 personnes, donc c'est très petit. Je m'excuse et nous avons dû affronter une tempête et donc nous n'avons pas d'électricité et c'est pour cela que je suis au téléphone. Je suis une infirmière depuis 47 ans. Je viens de prendre ma retraite. J'ai 4 enfants et 5 merveilleux petits-enfants. Après la mort de notre fils Vance, je suis devenue un membre fondateur de Patients for Patient Safety Canada. C'est vraiment pour moi un honneur d'être coprésidente et j'ai aussi une fille de 46 ans qui souffre d'épine bifide. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux soins de santé. Merci donc David de nous présenter une recherche tellement intéressante qui met en avant ce que Safety Canada a essayé de présenter depuis des années en sonnant l'alarme parce que nous continuons à affronter des préjudices dans les patients au Canada. 1 sur 18 patients hospitalisés subissent des préjudices et près de 40 000
en meurent tous les ans. 8 000 d'entre eux meurent à cause d'overdose d'opium. Et les données peuvent nous tromper parce que les données disponibles viennent uniquement des hôpitaux étatiques et ne viennent pas des unités de santé pédiatriques ou plus petits. Il nous faut absolument faire davantage. Il faut faire davantage pour réduire les préjudices et les décès de nos patients. Quelle que soit la raison, la sécurité semble être mise en arrière avec 40 000 patients qui meurent tous les ans. La sécurité ne peut pas être en arrière. Les statistiques que David a citées de sa recherche et les chiffres que je viens de présenter ont tous un nom. Ils ont tous un âge, ils ont tous une famille, des gens qui les aiment. Il nous faut absolument récupérer la passion et la dédication pour nous assurer que Vance à 19 ans ou Makea à 18 mois ne meurent pas parce que quelqu'un n'a pas fait attention. Il faut garantir que Martha, à 22 ans, ne meurt pas de recevoir un médicament qui était fatal pour sa condition. Trop de personnes meurent à cause d'erreurs diagnostiques. Il faut être sûr d'avoir une bonne méthode de référence pour les symptômes colorectaux. Nous ne pouvons pas permettre que les patients perdent leur indépendance parce que 2 médicaments qui sont administrés en même temps résultent en une invalidité. Il faut agir tous ensemble. Comme beaucoup de familles de patients, j'ai beaucoup d'idées sur ce qui peut être fait afin d'améliorer. Parce que cette sécurité est la responsabilité de tous. Nous, les soignants, les familles et tous ceux qui travaillent dans les soins des patients doivent être ensemble. Nous devons travailler ensemble afin que tous les patients soient en sécurité. Nous allons parler dans cette session des manières où nous pouvons agir pour y réussir. Tous les hôpitaux devraient suivre les mêmes indicateurs et les mesurer afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les patients. Je sais que nous allons apprendre énormément de notre panel. Merci beaucoup. Merci, Donna, d'avoir commencé notre conversation avec ça. C'est très important de nous souvenir des personnes qui se trouvent au centre des problèmes que nous adressons aujourd'hui et de l'opportunité que nous avons de travailler ensemble et d'améliorer cette situation pour l'avenir. Je sais que vous partagez, Doug Cochrane, vous partagez cette inquiétude. Vous avez aussi joué de nombreux rôles au fil des années, notamment celui d'ancien président de BC Patient Safety and Quality Council. Alors, Doug, je vous prie de vous présenter. Merci beaucoup, Jennifer, et merci aussi à Health Excellence Canada d'organiser cette session tellement importante pour connaître et savoir quel est le statut des préjudices hospitaliers. Vous savez, nous avons l'opportunité maintenant de nous joindre à vous. Je viens de territoire ancestral de la nation Sikh qui vient de British Columbia. C'est un privilège de pouvoir vivre et travailler dans cet environnement. Et je dois dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des communautés, des nations originaires sur comment nous approchons les préjudices et comment nous les affrontons au sein de nos organisations.
J'apprécie énormément les apprentissages que j'ai eu la chance d'obtenir des Premières Nations. Et ça fait 35 ans que je fournis des soins de santé. Je m'occupe de chirurgie pédiatrique. J'ai vu des préjudices. J'ai participé à la création du préjudice et également maintenant d'essayer de les éviter. Ma porte est ouverte lorsque Ross a créé son étude pour diriger la réponse au British Columbia, qui est une organisation de qualité. Et cela devient évident pour moi que les observations de David sur comment certains aspects des préjudices aux patients ont évolué au long du temps. Et sans doute, pour nous, il faut essayer de trouver les solutions et de développer une normalisation de ces mesures, qu'il s'agisse d'infections nosocomiales, etc. Tout cela fait partie des soins de santé que nous fournissons. Merci Ross et Peter d'organiser cela pour BC. Peut-être pas dans notre province, mais dans toutes les provinces, il y a quelque chose qui s'y ressemble. Nous avons pu définir donc des problèmes d'actualité. Écoute, David, je me demande si ce qu'on voit dans le monde de soins aux patients est une évolution de la démographie des préjudices. Et je crois que cette évolution est assez importante et elle est cachée dans les chiffres. Les chiffres ne semblent pas changer. Et donc, la nature des préjudices et comment nous l'affrontons doit changer. Oui, ça a à voir avec l'éducation, les patients, mais surtout dans le contexte des patients où ces événements passent. Et ceci nous rappelle, je fais la paraphrase d'un philosophe grec qui est « Nous pouvons traiter la maladie, mais nous devons surtout traiter le patient qui porte la maladie. » Et voilà la différence dans les approches. Donc, comment nous voyons les préjudices envers les patients et nos responsabilités pour affronter les préjudices. Merci beaucoup encore une fois pour cette opportunité et j'ai hâte d'en discuter plus. Merci beaucoup, Doug, et merci pour nous donner cette perspective plus holistique dans la discussion. Et merci, David, de répondre aux questions dans la boîte de discussion. Je vous rappelle que vous pouvez transmettre vos questions dans la boîte de discussion quand vous voulez. Et maintenant, nous allons accueillir Ross, qui a une petite introduction de Doug, mais je vais quand même vous présenter en tant que professeur émérite à l'Université de Toronto et chercheur aussi d'une étude canadienne. À vous, Ross. Merci beaucoup, Jennifer, et bienvenue à tous et à toutes. C'est un plaisir et un honneur de faire partie de cette discussion continue. Peter et moi avons pris la décision après avoir vu les implications aux États-Unis, mais pas au Canada, sur la nature de cette étude que nous avons publiée sur les préjudices dans les soins de santé au Canada. Peter et moi, nous avons dit, nous devons donc travailler pour nous assurer que ces données vont être disponibles et que nous allons aussi avoir la volonté de travailler sur les soins aux patients comme on le voyait aux États-Unis. Donc, c'était assez positif. Nous avons beaucoup appris de ça, comme Doug l'a dit. Ceci a déclenché ou activé d'autres initiatives, mais comme l'étude montre, nous ne sommes pas encore là où nous voudrions. J'apprécie beaucoup l'expérience et la contribution de David
dans cette étude pour continuer le flux des données. C'est très utile. Les études des États-Unis se centrent surtout État par État dans leur évaluation et examination de leurs événements. Lorsque nous regardons ces événements au cours du temps et des études internationales qui utilisent les méthodes similaires, il est assez clair que nous avons travaillé beaucoup dans les soins aux patients, investi beaucoup, mais il faut quand même travailler beaucoup plus pour vraiment marquer une différence. Quand j'ai lu la publication de l'article de David, je me suis rendu compte que nous devons rendre ce sujet beaucoup plus visible. On ne peut pas commencer à nous relaxer justement parce que nous avons des initiatives bénévoles ou volontaires sur ça. Nous devons travailler de façon plus collective et plus efficace. Et je sais que nous passons pendant une période assez difficile dans le soin de santé au Canada, pas seulement aux hôpitaux, mais dans d'autres centres de santé aussi. Donc, c'est un défi plus difficile. Donc, quelle va être notre stratégie? C'est pour cela que j'apprécie les commentaires de David. Tout d'abord, il est important de rendre accessibles les outils aux personnes pour pouvoir savoir ce qui se passe, mesurer les préjudices et surtout créer un environnement où les personnes peuvent utiliser cette intervention. Au cours des 20 dernières années, nous avons pu développer des interactions qui se centrent sur des préjudices spécifiques. Mais ce que nous avons appris est que nous continuons à travailler sur des données qui sont insuffisantes car nous ne pouvons pas identifier le patron de préjudice. Donc, c'est pour cela que je crois que nous avons besoin d'une approche plus large, plus de travail en équipe, une meilleure communication et une meilleure participation et engagement de notre personnel de première ligne. Leur responsabilité n'est pas seulement de vérifier une liste, mais de faire le suivi continu. Ceci est une approche qui est reflétée dans un rapport publié récemment par les États-Unis, développé par une série d'organisations professionnelles de soins de santé, une coalition lidérée par une organisation, et je vous conseille de jeter un coup d'œil car cela peut aussi aider notre pays. De façon plus large, je crois qu'il est important aussi d'engager des leaders et qu'ils comprennent qu'ils doivent créer un environnement dans le système de soins pour faciliter le personnel et une gestion plus responsable dans le développement et le suivi d'une réflexion sur comment avoir un environnement plus sûr. Nous avons besoin d'un environnement qui motive le travail en équipe et la résilience. J'aime beaucoup le travail qui fait un hôpital d'enfants à Cincinnati aux États-Unis. C'est un programme qui a invité des autres centres pédiatriques des hôpitaux de cette zone, et ceci est devenu une initiative nationale, même internationale. Il y a des hôpitaux au Toronto qui font partie de cette initiative, les solutions pour les soins aux patients. Je suis aussi présidente du réseau des hôpitaux universitaires dans le comité de qualité, et il y a 6 ans, nous avons commencé des efforts qui se centrent dans le travail en équipe, développer des métriques locales et analyser ces données pour avoir des initiatives pour les soins aux patients. Et ceci a réduit les incidents de santé dans les hôpitaux, et ça a créé aussi un sentiment de résilience et de capacité entre le personnel. Lors de la pandémie COVID-19, nous avons eu l'avantage d'avoir un groupe de personnel avec beaucoup d'expérience et expertise qui a pu travailler avec les autres patients et l'autre personnel. Donc, il est important de prendre déjà en compte le travail, les leçons et les connaissances que nous avons
sur des soins de santé pour un environnement sûr, mais surtout, nous devons créer un environnement où les personnels se sentent autonomes, en charge et soutenus pour leur travail du jour au jour et dans leur travail dans l'avenir. Grâce au travail de David et d'autres études, incluant des études canadiennes, les patients continuent à expérimenter des préjudices à un taux inacceptable et nous devons commencer à revertir ceci au Canada. Je suis très content de voir qu'il y a une organisation qui recueille les connaissances d'experts, d'organisations, d'instituts avec des ressources concrètes et des expériences concrètes pour l'amélioration des soins de santé, Excellence Canada. Ainsi que pour tout le système de santé, nous devons garantir un environnement qui facilite et qui encourage les patients. Et nous devons faire ça au plus vite pour que les incidents que Donna et d'autres expérimentent de façon continue, tels que le préjudice psychologique et le préjudice continu des familles, peuvent se résoudre. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup, Ross, pour nous donner un aperçu de l'histoire, mais aussi nous donner un aperçu de l'avenir et des prochains pas. Merci beaucoup à notre panel. Nous avons reçu une série de questions lorsque vous étiez en train de présenter. Je vais essayer de les lier pour répondre le plus possible. Et Doug, je vais commencer avec toi car nous avons quelques questions sur comment raccourcir le temps entre un incident, une alerte et lorsque nous agissons. Comment est-ce qu'on peut réduire le temps? Et je sais que à ICIS, vous avez pensé beaucoup à ça. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette question. Effectivement, je vois que ça a à voir avec le département de chirurgiens aux hôpitaux. Et en Colombie-Britannique, il y a des changements qui se sont en train de faire dans l'université de médecins et chirurgiens sur la gestion. Et donc, je crois que cette question peut anticiper qu'avec des nouvelles normes dans des professions de soins de santé, ce temps peut se raccourcir et on va essayer de résoudre ce problème. Ce qui fait que les hôpitaux prennent du temps, au moins d'après mon expérience, et que les événements critiques sont résolus les 2 ou 3 prochains jours. Et je crois que la meilleure pratique est de comprendre l'événement, essayer de résoudre les risques immédiats et penser à comment affronter le problème, comme Ross l'a dit, quelles sont les implications de ça sur les patients. Je ne crois pas que ce type d'engagement dans cette attention primaire ait changé, mais il n'y a aucun doute que surtout maintenant, après la pandémie, la pression est surtout dans le personnel de première ligne et des gestionnaires. Et tout le monde a déjà vécu ces pressions. Quand ces choses-là ne reçoivent pas l'attention immédiate, seulement parce que c'est le jugement d'une personne. Et au niveau gouvernemental, nous avons les expectatives de résoudre ceci le plus vite possible. Et bien sûr, les connaissances, la divulgation doivent se donner au plus vite possible. Merci beaucoup pour ces réflexions, Doug. Et je vais passer au prochain groupe de questions pour commencer avec Donna. Est-ce qu'il y a une relation, une connexion entre ces vraies tensions que nous voyons, par exemple, un manque de personnel, de ressources humaines, et Donna, en tant que patient partner, où est-ce qu'on doit se centrer pour améliorer cet aspect? Merci, Jennifer, pour cette question. Tout d'abord, j'aimerais commencer en ajoutant à ce que Doug
vient de dire sur affronter les événements critiques. Et nous devons toujours garder à l'esprit un équilibre entre le temps où le patient a souffert le préjudice et quand on informe la famille et on aura leurs commentaires de retour. Car sans la famille du patient, sans leur vision, on n'aura pas une investigation complète. En tant que fournisseur de soins, nous avons tellement de responsabilités et tellement d'autres éléments sur la table que nous avons vraiment besoin de cette perspective pour avoir toute l'image, donc de la famille des patients. Récemment et de façon continue, nous avons des événements avec mon beau-fils au Calgary. Et je peux vous dire que quand les fournisseurs rentrent dans la chambre, ils prennent le temps d'entendre nos préoccupations, nos questions, nos doutes. Et ceci marque vraiment une grande différence. Donc oui, il faut traiter les maladies, mais il faut traiter aussi le patient. Donc les soignants et comment ils se présentent envers le patient et la famille, le respect qu'ils offrent va vraiment faire le point de la relation et le bien-être de ce patient. Donc, il est très important pour les soignants, les fournisseurs de soins, de prendre en compte de ces événements et les prévenir, d'avoir la volonté de les prévenir et de prendre en compte la famille et le patient comme des acteurs actifs dans le traitement. Merci beaucoup, Donna, pour ces réflexions. Et je sais, David, que c'est un défi aux États-Unis de trouver cet équilibre, surtout dans le contexte de la situation que nous vivons, où il y a tellement de pression des gens qui sont à côté du lit de patient. Et bien sûr que ça change beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On ne vous entend pas, vous êtes en sourdine. Oui, je vois que ces événements pendant la pandémie ont augmenté. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de stress, surtout dans des villes spécifiques telles que New York, où il y a eu un manque et une pénurie de beaucoup de choses pendant très longtemps. Et ça continue de quelque façon, donc nous continuons à expérimenter ceci. Effectivement, ça n'est toujours pas parti. Et Doug, vous avez mentionné le leadership et nous avons des questions sur le leadership. Comment nous pouvons soutenir le leadership dans ces initiatives qui font face aux défis actuels? Donc, il y a aussi des questions sur comment mesurer le leadership, comment encourager le rapport et la réponse entre les soignants et les patients. Et en tant que ICIS, comment savoir et identifier un préjudice? Donc, voilà, on vous donne la parole. Merci, ce sont des excellentes questions et Doug a mentionné l'article récemment publié de Roy et c'est là où nous devons tirer le trait. Nous le voyons dans les organisations dans notre pays, mais nous avons besoin de leadership à tous les niveaux. Et oui, nous mesurons beaucoup de choses dans ce pays, mais la transparence des résultats n'est pas très ouverte. Des fois, il est impossible de trouver le taux de ces événements dans les institutions individuelles. Nous voyons des taux généraux, mais ça ne nous donne pas vraiment l'information des individus. Et je ne veux pas créer un environnement négatif, mais je ne veux pas non plus tomber dans une situation où nous sommes dans un système qui fait faillite et nous ne partageons pas les résultats ou les données. Si nous
mettons en avant cela, peut-être que ça peut changer, mais pour l'instant, tout est caché. Nous avons que des expériences individuelles par patient et par leur famille. Mais maintenant, le prochain pas des organisations est de vraiment reconnaître que nous avons déjà les outils pour créer une différence dans notre système. Et maintenant, nous devons faire en sorte que les personnes utilisent ces outils et prennent les mesures et le rapportent. Comme le réseau des hôpitaux, les hôpitaux des enfants malades, tous ces réseaux montrent qu'avec dédication, ressources, nous pouvons faire une grande amélioration dans la sécurité des patients. Et aussi par le personnel de ces organisations. Il y a 20 ans, nous avons reconnu que les soins des soignants et les soins de patients, la sécurité de ces deux acteurs font partie de la même monnaie. Et donc, si un a un impact, l'autre aura un impact de ricochet aussi. Il faut reconnaître aussi qu'au début, il y aura des réponses négatives et un peu de recul, de rejet. Ceci est normal, mais c'est quand même une réalité qui est là. Et on ne pourra pas la résoudre jusqu'à ce qu'on ne l'affronte pas et on la fasse visible. Et de partager les histoires sur comment on a pu intervenir et faire vraiment une différence quant aux soins aux patients et la sécurité des patients. Merci beaucoup pour ces réflexions, Ross. Et David, tu as parlé aussi du leadership. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Et j'aimerais ajouter aussi une question dirigée à vous quant à l'étude. Si nous pensons au contexte que nous vivons aujourd'hui et nous devons ajouter l'équilibre, l'égalité dans la perception de préjudice, comment est-ce qu'on peut l'ajouter dans le leadership pour garantir la sécurité dans l'avenir? Très bien, merci beaucoup pour cette excellente question. Je vais commencer par l'élément d'équité. Et dans cette étude, nous n'avons pas trouvé une grande différence entre les préjudices de race ou ethnicité. Les problèmes sont surtout dans les patients externes, peut-être, ou les salles d'urgence. Mais une fois que nous traitons des patients internes, on ne le voit pas tellement. Je suis d'accord avec ce que Ross a dit sur le rapport public. Si nous allons dans un hôpital, ça doit être normal de pouvoir voir ou demander les données sur les événements de préjudice. Surtout si je suis un patient et je veux décider où faire la chirurgie dont j'ai besoin. Maintenant, comment améliorer les choses? Je crois qu'il y a une liste de choses que nous pouvons faire. Par exemple, mettre en œuvre des meilleures pratiques pour garantir la sécurité. Nous pouvons aussi utiliser les nouvelles technologies avec ces outils technologiques. Par exemple, quand nous cherchons la voiture la plus sûre, aux États-Unis, cette voiture est Tesla. C'est parce qu'il y a des senseurs. Donc, nous devons être sensibles à ça, avoir une culture sensible. Quand nous faisons la surveillance, nous devons identifier quels sont les événements dès le début et pouvoir intervenir au plus vite. Merci beaucoup, David. Et voilà le meilleur moment de passer à la prochaine question pour Donna, qui est comment avoir une approche plus proactive dans la sécurité et comment construire une culture de sécurité autour des patients. Donc, Donna, et après, on va passer à Doug. J'ai beaucoup à dire, en fait. Je pourrais y passer toute la journée à parler de ça. Mais comme Ross et David ont mentionné très correctement, la transparence est fondamentale. Nous devons avoir des rapports transparents
Nous devons partager l'information car la famille et les patients veulent savoir quand ils sont en sécurité, quand ils ne sont pas en sécurité. Comme ça, ils peuvent être proactifs, agir et pouvoir chercher la sécurité qu'ils veulent comme ils veulent. Quant à la culture, je crois que le leadership doit être en ligne avec la culture. Ils doivent recevoir des formations sur la sécurité des patients, culture de sécurité, car pour les leaders, ça ne doit pas avoir avec l'argent, mais ça a à voir avec la vie des êtres humains. Tout le monde doit être impliqué, doit être formé, éduqué, les écoles de médecins, d'infirmerie, les programmes de certification, on doit tout avoir cette approche dans leur formation et savoir qu'on ne parle pas seulement d'un préjudice physique. Il faut aussi traiter le préjudice que nous voyons de racisme, de agisme, tous les ismes que nous voyons envers les patients et envers les soignants. Il est important que les patients puissent prendre les démarches individuelles et dans le système pour garantir une culture de sécurité. Et je crois aussi que nous avons besoin d'une institution nationale qui puisse garantir cette approche et se centrer que sur la sécurité des patients, la conception de politique et de mettre en œuvre tous les outils qui sont disponibles pour garantir un soin sûr. La redevabilité, la responsabilité est aussi très importante de la part de cette institution dans le partage et l'échange des données. Merci pour cette contribution, Donna. Doug, quant à la culture, comment développer la culture correcte? Merci beaucoup, Jennifer, pour cette question. Et je sais que le travail de Ross et David se centre pas seulement sur l'importance de la culture, mais le modelage de la culture, le développement. Pour moi, le modelage ou la modélisation dans tous les niveaux est demandée. Nous devons demander à tous les niveaux car c'est comme ça que nous allons recevoir des réponses intéressantes. Et par exemple, pour les autorités de santé pour lesquelles je travaille, je vois que l'approche change dans la checklist d'application de sécurité et les changements qui arrivent petit à petit quant aux résultats des rapports de patients et comme Donald a dit, être ouvert à entendre et tout cela, je crois que le leadership vient d'un engagement de tous ces éléments et d'un modelage dont nous avons besoin. Je n'ai aucun doute qu'il existe aussi une dimension politique qui change tous les 4 ou 3 ans d'après les élections, mais la stabilité des soins de santé et de fournir cette stabilité au cours du temps à la population doit être cohérente et uniforme. Elle doit être régulière, prenant en compte tous les défis de tous les jours. En faisant ça, nous pouvons garder toutes les personnes saines et sauves. Nous pouvons reconnaître le travail que nous faisons ensemble. Et j'aimerais ajouter un commentaire sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Ils auront des rôles différents dans l'avenir, mais tout cela va dépendre de la communication. Et donc, une de mes préoccupations quant au personnel
et que nos équipes, notre concept d'équipe est en train de se fragmenter. Les membres des équipes changent, les dynamiques changent et donc tout cela va être très différent car les gens sortent des soins de santé et des nouvelles personnes rentrent. Donc, je vois beaucoup de défis liés à ça et qui auront un impact direct dans la sécurité des patients. Mais si les personnes reconnaissent et comprennent qu'il y a une opportunité pour entendre les individus, les patients et améliorer les soins en tant que gouverneur, directeur, chef, je crois que là, nous allons trouver l'opportunité de vraiment améliorer les choses et mettre à l'avant tout cela. Merci beaucoup. Et parlant de mettre à l'avant, David, dernière minute pour un commentaire. Et je sais qu'on pourrait parler de ça toute la journée, mais nous devons commencer à fermer. Oui, juste dire que notre soin aux patients, sécurité aux patients doivent être une priorité dans tous les niveaux et c'est quelque chose qui doit se mettre en discussion dans les réunions au plus haut niveau. Parfait, merci David de nous avoir partagé les résultats de votre étude avec une perspective internationale. Donna, merci de nous rappeler l'importance des individus, des patients qui sont au centre des soins de santé. Et Doug, merci aussi pour partager vos perspectives en tant que médecin. Et QualityBC, donc de Colombie-Britannique, il faut continuer à travailler sur la sécurité. Et Ross, merci beaucoup pour tout votre travail au cours des années et je vous donne une dernière minute si vous voulez pour parler sur l'étude et après on va devoir fermer. Oui, merci beaucoup Jennifer. Je travaille avec Dr. Chris Paltron dans l'hôpital d'enfants et Cincinnati et au Calgary. Et nous travaillons sur cette étude pour répondre aux facteurs qui peuvent aider à améliorer les stratégies de soins aux patients et sécurité aux patients. Nous allons publier cette étude prochainement, donc soyez alerte. Merci beaucoup Ross. Oui, on va le garder à l'esprit. Merci beaucoup tout le monde, merci aux participants. J'ai essayé de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à m'écrire et à regarder le calendrier pour les prochaines séances. Vous allez recevoir après cette séance un lien avec l'enregistrement et n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les répondre et aussi répondez à un sondage que nous avons à la fin de tous nos webinaires. Et merci à vous tous et toutes et merci surtout à votre engagement pour les soins aux patients maintenant et dans le futur. Merci beaucoup.